Merci encore donc de votre présence nombreuse ce soir pour ce 6e Libres-Échanges de l'année 2008 et le premier de cette nouvelle saison. Alors selon nos usages, je vous annonce tout de suite la prochaine réunion. Elle devrait normalement avoir lieu le 8 octobre prochain sur la question de l'enseignement supérieur et plus particulièrement du financement des études supérieures. Est-il légitime de faire payer au moins pour partie les étudiants, selon quelles modalités, etc. On en parlera avec 3 experts et tout ça sera bien sûr sur notre site dès que nous aurons confirmation de tous les détails. Mais tout de suite, la problématique du jour, son intitulé est derrière moi. Prison, machine à récidiver ou machine à réinsérer. Alors, cette réunion a lieu à l'occasion de la sortie aujourd'hui même de notre tout dernier rapport. Si tout va bien, vous l'avez trouvé sur vos chaises. Comment rendre la prison enfin utile. Pourquoi avoir traité ce sujet? Un certain nombre de gens m'ont demandé pourquoi on parlait, nous, de la prison. Alors d'abord, politique pénitentiaire, c'est par excellence une politique publique. Donc c'est bon pour nous. Toutes les politiques publiques nous intéressent. En plus, ça a une dimension sociale, sociétale. Il nous faudrait une société plus juste et plus généreuse. Tout le monde en est d'accord. Et puis, il y a une dimension d'efficacité. Il est évident que si on prévient la récidive, eh bien nos rues sont plus sûres et ça aussi, ça nous intéresse. Donc, c'est un sujet qui est au confluent de 2 de nos préoccupations, celle qui concerne les questions d'intégration et l'intégration des anciens détenus, c'est un vrai sujet. Et puis, nos préoccupations en matière de modernisation de l'État. D'ailleurs, ce projet est né des suites d'un précédent rapport qui s'appelait Pour la justice, un groupe de travail présidé par Claude Heurteux, comme celui-ci d'ailleurs, qui avait publié ce document il y a 4 ans. Et donc, on avait eu l'impression, à l'issue des travaux, Claude, je parle sous ton contrôle, que ça avait du sens de s'intéresser à la manière dont ensuite on mettait en œuvre la politique pénitentiaire, j'allais dire en aval de la politique, de la question de la justice en général. Ça nous a paru logique. Et puis évidemment, 3e raison de traiter ce sujet aujourd'hui, le travail de réforme engagé par la garde des Sceaux. Un projet de loi sur ce sujet a été procédé en Conseil des ministres, je crois, le 28 juillet. Il sera débattu en octobre, d'abord au Sénat puis à l'Assemblée nationale, en novembre. Donc on est en plein dans l'actualité. Moi, je rends hommage au travail qui a été fait, notamment dans le cadre du groupe Justice. D'ailleurs, la réforme de la justice qu'on est en train de mener, c'est beaucoup inspiré d'ailleurs de ce rapport et de ce groupe de travail auquel je participais, et sur les prisons. Il ne sera pas que sous le coude, puisque le projet de loi pénitentiaire reprend beaucoup des propositions qui ont été faites dans ce rapport. Tout d'abord, s'agissant de la prison, je vais faire un propos vraiment très bref. C'est un sujet qui n'est pas populaire. Donc, c'est un sujet dont on ne parle jamais. Alors, c'est vrai qu'on n'en a jamais autant parlé, pour des tas de raisons, parce qu'il y a un problème de surpopulation sans doute, mais aussi parce que ça a été un engagement du président de la République de le mettre dans le cadre de sa campagne et d'en faire un engagement présidentiel. Donc, nous avons un mandat pour réformer le système pénitentiaire. Alors, c'est vrai que les sujets de campagne et qui intéressent les Français, c'est souvent la sécurité. C'était majoritairement, on a vu dans le cadre de la campagne 2002, mais également en 2007, la sécurité. Mais je rappelle quand même que la sécurité est indissociable de la prison. C'est indissociable de la prison. Mais aussi, la prison est la sanction la plus ultime qui existe dans notre droit, puisque on condamne une personne à une peine privative de liberté quand toutes les autres formes de condamnation ou autres peines possibles ont été épuisées. Donc, c'est vrai que c'est pas populaire. C'est indissociable de la sécurité. La première des libertés, le premier des droits de l'homme, c'est de vivre en liberté et en sécurité dans son pays. Alors, aujourd'hui, c'est 196 établissements, 50 500 places, plus de 63 000 détenus aujourd'hui, 32 000 personnes qui travaillent au sein de l'administration pénitentiaire, plus de 23 000 surveillants, il y a 3 800 conseillers d'insertion et de probation. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des grandes avancées. On a eu une grande loi pénitentiaire en 1987, qui est la loi Chalandon. La deuxième est en cours de préparation. Ce sera la 2e loi pénitentiaire en 60 ans. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont dégradées sur ces dernières années. Oui, les agressions de surveillants, en moyenne 2 par jour. La santé. Mais également la délinquance. À la fois, on ne s'est pas préoccupé de la prison, mais la délinquance a beaucoup explosé. Si on prend les statistiques, 97-2002, on avait une explosion de plus de 18% de la délinquance générale et plus de 50% sur les atteintes aux personnes. S'agissant des mineurs, on est à plus de 18% d'augmentation sur la délinquance des mineurs. Donc une forte augmentation de la délinquance, une dégradation des conditions de détention, mais il y a aussi eu des améliorations. La loi Chalandon a mis en œuvre la gestion déléguée, qui est ce qu'on appelle le partenariat public-privé, bien avant l'heure.
puisque ça a été mis en place en 87. Puis une autre avancée majeure, et moi je l'ai pratiquée en tant que magistrat, c'est l'aspect soin, parce que je reconnais, c'est vrai que Mme Guigoux était garde des Sceaux, c'est la première qui a posé le principe du soin en prison. Voilà, c'était avant, ça n'était pas le cas. Il y a eu la loi dite Guigoux 98 avec l'instauration du suivi socio-judiciaire et le principe du soin en prison et du suivi socio-judiciaire qui n'est pas une simple obligation judiciaire parce qu'il y avait la possibilité d'avoir, ce qui est le cas aujourd'hui, des médecins coordonnateurs au-delà même de la peine. Il termine la peine, la personne sort et il y a un suivi socio-judiciaire. Et la loi de 94, c'est-à-dire que les détenus, alors qu'il y avait une médecine pénitentiaire avant, il n'y a plus la médecine pénitentiaire a été supprimée en 94, c'est-à-dire que les détenus sont devenus des patients comme tout le monde. Voilà. Donc, ce sont les deux avancées majeures qui ont permis d'ailleurs d'améliorer les conditions de détention et des personnes détenues. Alors, c'est vrai que vous disiez que Madame Guigoux, c'est vrai que vous avez été garde des Sceaux de 98 à 2000. Alors la loi a été adoptée avec des avancées procédurales majeures, mais les moyens n'ont pas suivi. Quand je suis arrivée, il y avait 145 médecins coordonnateurs, il y en a 207 aujourd'hui. Sur les vacations, enfin le tarif sur les médecins coordonnateurs, on les a augmentés de plus de 160% en janvier dernier. On est passé à peu près de 200 € à 700 € aujourd'hui. C'est aussi le moyen d'attirer du personnel médical pour prendre en charge les personnes privées de liberté. Donc ça a été les avancées. Aujourd'hui sur la prison, que je considère nécessaire, mais c'est vrai que la plupart des établissements, et vous l'avez rappelé, Claude, ne sont pas à l'honneur de la France. Donc on a deux engagements, que la prison soit plus digne, construire des places de prison et des établissements pénitentiaires plus dignes. Le programme, il y aura 3000 places de plus, 3000 places de plus d'ici la fin 2008 et 13 200 places de plus d'ici 2012. Et puis que la prison soit plus humaine, avec la nomination du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est une forme aussi d'avoir un regard extérieur sur un monde intérieur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une autorité indépendante qui peut veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Alors on s'est inspiré du modèle britannique, sauf qu'on est allé au-delà du modèle britannique, puisque le modèle britannique, c'est le contrôleur des prisons. Nous avons souhaité avoir un contrôleur général de tous les lieux de privation de liberté. Centres de rétention pour les étrangers, les hôpitaux psychiatriques, les établissements pour mineurs, les locaux de garde à vue et donc les établissements pénitentiaires. En France, il y a près de 6000 lieux de privation de liberté. Le contrôleur a été nommé en juillet. D'ailleurs, c'est une personnalité reconnue qui n'a pas fait du tout... sa nomination a été quasi à l'unanimité, d'ailleurs, par les parlementaires. L'avis rendu par les parlementaires a été extrêmement favorable. Et sa mission commence, donc il est en charge de veiller à ce respect des droits fondamentaux. À mon tour, je voudrais féliciter l'Institut Montaigne, le président Heurteux, monsieur le rapporteur, d'avoir... vous êtes penché à nouveau sur la justice, je crois que c'est très important, et sur les prisons, parce que je suis d'accord avec Rachida Dati, on en parle trop peu. Et comme c'est un sujet impopulaire, il est important d'animer le débat là-dessus. D'autant plus que ça fait des décennies que je crois beaucoup de gardes des Sceaux, presque tous, ont constaté que les prisons françaises étaient une honte pour notre pays. Alors, non seulement, moi j'ai visité ma première prison quand j'étais garde des Sceaux et j'en ai vu beaucoup comme vous. Ça a été un choc évidemment terrible de voir dans quelles conditions notre pays, qui dit être le pays des droits de l'homme, quand j'ai visité ma première prison, je me suis dit on est plutôt le pays de la déclaration des droits de l'homme. Des conditions de détention, je me souviens, c'était la prison d'Avignon, j'avais des attaches personnelles et locales. Il y avait des rats partout, c'était insalubre, il y avait une cellule dans laquelle 30 personnes, c'était une maison d'arrêt, celle où il y a la surpopulation, 30 personnes étaient détenues ensemble, comme dans les photos qu'on voit, vous savez, dans les camps de rétention pendant la guerre, c'est-à-dire des lits superposés, juste la place de la table de nuit au milieu. Et puis les prisons Saint-Paul à Lyon, et puis beaucoup d'autres, enfin bon. Alors, c'est une honte, c'est pas digne de notre pays, et en plus, c'est pas utile à la réinsertion. Parce que
les prisons ont 2 missions fondamentales depuis la loi de 87, la sanction, bien entendu, la sécurité, et la réinsertion. Or, évidemment, dans des conditions pareilles, c'est impossible de faire de la réinsertion. Les personnels de l'administration pénitentiaire, quand je suis arrivée, les prisons étaient surpeuplées. Ils me disaient, mais on passe notre journée à tourner des clés. Alors évidemment, on peut pas faire face à notre mission de réinsertion, puisque quand une prison est surpeuplée, tout devient plus compliqué. La circulation des détenus devient un casse-tête. Chaque fois que le détenu doit sortir de sa prison pour aller aux ateliers de travail, quand il y en a, parce que évidemment, quand c'est les prisons en centre-ville, c'est compliqué, pour aller chez le médecin, pour aller dans les douches. Bon, tout ça est restreint pour aller à la promenade. Tout ça est restreint quand il y a de la surpopulation, parce que les surveillants, ils veillent à assurer la sécurité, et donc tout est beaucoup plus compliqué. Sans parler évidemment des violences entre détenus et sur les surveillants de l'administration pénitentiaire. Vous avez donné les derniers chiffres. Alors, votre projet de loi, je dois le dire, Madame la ministre, moi je le trouve intéressant. Je pense qu'en effet, il va dans le bon sens sur beaucoup d'aspects en termes de politique pénitentiaire. Et j'ai retrouvé plusieurs des propositions que nous avions faites. J'avais demandé un rapport à Guy Canivet, premier président alors de la Cour de cassation. Le développement du bracelet électronique est une très bonne chose. Quand on l'a instauré en 98, c'était des bracelets fixes. C'était très mal commode. Là, maintenant, on a des bracelets mobiles. Simplement, cette technique, elle demande de l'humain derrière. Elle demande d'abord qu'on surveille les gens qui sortent et qui sont placés sous bracelet électronique, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Et par conséquent, je vois pas comment, avec les effectifs actuels des travailleurs sociaux dans la présidentielle et des juges d'application des peines, on peut avoir une surveillance efficace du bracelet électronique. Donc c'est ça aussi qu'il faut mettre en place derrière. Ça demande des moyens humains considérables. Alors, j'entends votre argument. Vous allez décharger les conseillers d'insertion de probation et les juges d'application des peines d'un certain nombre de tâches, c'est vrai, avec les détenus qui peuvent élire à domicile. Mais ça me paraît quand même, d'abord, ça demande à être évalué. Il faut voir, certainement, ça va alléger. Enfin, je pense pas que ça puisse suffire à faire face à l'augmentation des aménagements de peine que très justement vous souhaitez avec cette loi. Donc ça, c'est un point évidemment très important. Sur les prisons, dans la proposition de loi du groupe socialiste de l'année dernière, nous reprenons beaucoup du projet de loi de Madame de Baris Lebranchu. On préconise une spécialisation des établissements. Ça, c'est une question que je soumets. Il y a beaucoup de spécialistes ici dans la salle, parce que c'est vrai que le problème est essentiellement dans les maisons d'arrêt. Pourquoi mélanger dans les maisons d'arrêt des prévenus et des condamnés? On pourrait essayer de spécialiser davantage avec des maisons d'arrêt départementales pour des prévenus ou même d'ailleurs des détenus condamnés à de très courtes peines qui seraient considérés comme n'étant pas un problème de sécurité grave, des maisons d'arrêt régionales qui seraient davantage sécurisées, et je dois dire qu'on pourrait davantage spécialiser aussi les établissements pour peine, pour pouvoir non pas affecter les détenus en fonction du quantum de leur peine, mais en fonction de l'idée que l'on se fait de la personnalité du détenu. Donc voilà une proposition concrète qui est dans cette proposition de loi. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler. En tout cas, nous proposerons bien entendu des amendements en ce sens. Je crois qu'on pourrait progresser, évidemment, les quartiers pour mineurs. Hein. Ça, c'est. Et alors, pour peut-être faciliter la détention provisoire. Moi, je suis pas pour la proposition du rapport qui préconise de supprimer le juge d'application des peines. Hein. Je demande que le juge de la liberté de la détention, parce que je considère que le contradictoire, c'est toujours une garantie. Mais c'est vrai que si on avait une commission d'exécution des peines, rassemblant dans chaque TGI magistrats du siège et du parquet, personnel de l'administration pénitentiaire, etc. Je pense qu'on aurait quand même, là, à la fois une exécution des peines peut-être améliorée et une
appréhension de la détention provisoire, des libérations conditionnelles. Vous avez raison conditionnelles. sur ce point, parce que je l'ai créé le 27 juin 2007. C'est la conférence régionale d'aménagement des peines. C'est ce qui nous a permis de tripler le nombre d'aménagements de peines en un an. Ils étaient c'est-à-dire Donc qu'avant cette l'état structure de que vous appelez de vos voeux existe déjà. Elle existe déjà. Elle a été créée par décret. Elle existe. Très depuis bien. un an. Alors nous on l'a mis dans la loi peut-être à tort, hein. Bon, on sait peut-être Donc pas. c'est créé depuis Mais un donc ben tant mieux. Donc, Moi, voilà. chaque fois que je peux constater une convergence dans le confluez bon sens, voilà, ça c'est me très bien. réjouit. Bonsoir. Donc en fait, j'étais jurée en cour d'assises il y a une dizaine d'années. Il y a deux choses qui m'ont profondément choquée. Une sur laquelle vous avez pas mal discuté, donc on reviendra pas, qui est le temps de détention. Moi, j'ai eu des assassinats et des viols majeurs, mineurs, enfin bon, un échantillonnage complet sur 5. Donc, la personne, une fois condamnée, en fait, il lui restait très peu de temps à faire, donc elle se moquait un petit peu de la peine quelque part. Mais ça, on reviendra pas là-dessus. Deuxième chose, donc, qui est ma question, c'est qu'il y avait un manque une déresponsabilisation totale de certaines personnes qui disaient carrément, moi, de toute façon, je n'ai rien à secouer, dès que je serai libre, je recommencerai. Est-ce qu'il y a une réflexion pour dire, après tout, ces gens sont des charges pour la société? C'est très très bien, je suis tout à fait d'accord pour mettre les clauses planchers, empêcher la récidive, essayer de les réinsérer, etc. Mais est-ce que aussi on prévoit qu'ils s'autofinancent, puisqu'ils peuvent travailler, quand ils sont en bonne santé, pourquoi ne travaillent-ils pas? Pourquoi ne financeraient-ils pas? Est-ce qu'il y a des réflexions dans cet axe-là, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement naïf, ce que je dis? C'est 37%. Le taux d'activité professionnelle en prison. Alors, il y a deux contraintes. Les limites, c'est quoi? C'est qu'il y a des établissements pénitentiaires qui ne sont pas adaptés pour accueillir du travail. Alors, tous les nouveaux établissements, il y a des ateliers, il y a des hangars, et donc on a l'objectif d'augmenter cette activité professionnelle. Donc, les entreprises sont de plus en plus impliquées pour pouvoir offrir de l'activité professionnelle. Dans le cadre du projet de loi pénitentiaire, la formation deviendra pratiquement systématiquement obligatoire, ou l'éducation. Alors, ça responsabilise, ils seront rémunérés, mais également, ce que vous dites en disant « je m'en fiche, j'attends la fin de peine », alors il y a deux choses. S'agissant des mineurs, en dessous de 16 ans, la scolarité est obligatoire. Il faut savoir, dans les quartiers mineurs, c'est pour ça que nous les fermons et nous ouvrons des établissements pour mineurs où l'activité est obligatoire, et les établissements pour mineurs, c'est pluridisciplinaire. Il y a le soin, il y a l'éducation, la formation, c'est pluridisciplinaire. Alors, pour les mineurs en prison, notamment dans les quartiers mineurs, 16-18 ans, aucune obligation d'activité. Ce qui d'ailleurs exaspère le personnel pénitentiaire. Ils peuvent rester devant la télé toute la journée en cellule. La loi pénitentiaire obligera tout mineur à avoir une activité. Donc déjà, ça va être aussi une responsabilisation. Mais pas les majeurs. Si, non, mais les majeurs aussi, mais simplement, on est aussi dans un système où vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un. Alors, non, mais je dis parce que jusqu'en 1987, si mon souvenir est bon, il y avait une obligation d'activité, et puis cette obligation a été abolie pour les raisons que vous évoquez, c'est pour des raisons de liberté publique. On n'a pas le droit de contraindre par corps, en quelque sorte. Oui, mais beaucoup de pays parfaitement fréquentables par ailleurs, je pense à l'Allemagne, à quelques autres, contraignent les détenus à avoir une activité, soit travail, soit une formation, mais quelque chose. Non, mais c'est pas une obligation. Simplement, ça peut permettre des remises de peine. Alors, on avait deux régimes de réduction de peine que nous avons réformés dans les deux textes. D'abord, ce qu'on appelait les réductions dites pour bonne conduite, qui étaient devenues des réductions automatiques, un outil de régulation de la population pénale. Donc les personnes arrivaient en disant « je m'en fiche, je ne fais rien, dès que j'arrive, de toute façon je sais que je ne terminerai pas ma peine ». Ça, on l'a réformé. On n'est pas contre le principe de la réduction, mais en contrepartie de gages de réinsertion. Donc aujourd'hui, toutes les réductions de peine sont en contrepartie de gages de réinsertion. Donc ça se fait, éducation, formation. Donc il n'y a plus... Alors la personne qui est condamnée à 27 ans, s'il n'y a pas de contrepartie, elle fera ses 27 ans, ce qui n'était pas le cas. Si je vous cite le cas d'Évrard, par exemple, il a été condamné à 27 ans, il n'a fait uniquement que sa période de sûreté, sans faire aucun effort de réinsertion, même pas en termes de soins. Donc là, ça s'est terminé. Il n'y aura plus de libération conditionnelle ou de mesures aménagées si des personnes pour lesquelles les soins sont préconisés ne se soignent pas. Donc les réductions de peine ont été complètement changées, le régime et les modalités. Alors pour les délinquants les plus dangereux, vous disiez ceux qui disent je m'en fiche, je sors, je recommence. Il est clair que ceux-là, avec notamment les dispositions qui sont dans la loi du 25 février dernier, de dire que la personne pour laquelle il y a une évaluation de dangerosité, avec un fort taux de récidive à la sortie, ne sortiront pas sans surveillance judiciaire, même s'ils ont terminé leur peine. Et je le rappelle, c'est pas une peine après la peine, c'est une mesure de sûreté de la société, de la personne qui a terminé sa peine, au-delà de sa peine. C'est-à-dire que si on considère qu'il n'a pas fait d'effort, il y a un risque de récidive, il sera encore sous surveillance judiciaire.
Catherine Samet, je suis magistrat, j'étais 18 ans juge d'instruction et je suis à l'administration pénitentiaire. Alors, plusieurs observations. Premièrement, en 30 ans, on a doublé la population pénale. Deuxièmement, je voulais toutes les deux vous féliciter en tant que ministre. Vous avez modernisé la prison et vous avez ouvert la prison sur la ville en faisant un débat important dont on parle et qui permet un engagement. Mais j'observe en tant que magistrat que c'est tout de même le magistrat qui est chargé de la personnalisation des peines et d'exécution et qui doit avoir la responsabilité de celle-ci. L'administration pénitentiaire, qui fait un travail fantastique, doit être prestataire de services. Ça pose donc comme question celui de la synchronisation et des moyens. En d'autres termes, la chaîne pénale est une pratique qui doit permettre, d'une part, d'avoir des agents de probation qui puissent informer le magistrat qui a très peu de temps pour prendre une décision de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Et deuxièmement, cela impose que ça soit toujours le magistrat dans un état de droit qui prenne les décisions essentielles et qui puisse les prendre matériellement. Alors, pour conclure et pour vous poser la question, comment peut-on remettre en partenariat l'administration pénitentiaire et le magistrat en symbiose, que les deux se connaissent, se respectent et travaillent ensemble? Merci. Rachida Dati. C'est ce que disait tout à l'heure Mme Guigou sur la commission d'exécution des peines. Moi, j'ai constaté, mais je l'avais constaté lorsque j'étais en juridiction, c'est que souvent, alors que ce sont deux administrations, les magistrats et l'administration pénitentiaire appartiennent au même ministère qui est celui de la justice. Sur le terrain, on a l'impression que c'est pas le cas. Il faut aussi dire la réalité. On a le sentiment qu'il y a des magistrats d'un côté, et l'administration pénitentiaire qui ne fait pas partie du même ministère. Alors, c'est vrai que lorsque j'ai souhaité, je l'ai expérimenté avant de le faire passer par décret, les conférences régionales d'aménagement des peines, c'est quoi d'autre que cela? J'ai souhaité mettre tout le monde autour de la même table en même temps, pour discuter des situations. Et on a constaté en moins d'un an qu'on avait triplé le nombre de mesures d'aménagement de peine. Pourquoi? Parce que tout le monde apporte une information. Quand on change dans la loi sur les transmissions d'informations entre l'administration pénitentiaire et le personnel médical, vous savez, souvenez-vous de cette affaire de Rouen, cette affaire de cannibalisme. Pourquoi? Parce que les médecins disaient ce détenu est dangereux, et à la fois, l'administration pénitentiaire n'avait pas eu l'information. Et donc, ils l'ont affecté dans une cellule avec quelqu'un d'autre, et on a eu ce drame de cannibalisme. Aujourd'hui, on accepte qu'il y ait un échange d'informations entre le service médical et l'administration pénitentiaire. C'est pas une atteinte au secret, mais de dire cette personne est dangereuse, il vaut mieux la laisser dans une cellule toute seule, ou cette personne a un risque de suicide, il vaut mieux la mettre avec quelqu'un. Donc, ce que vous dites est vrai, parce que, et vous faites bien de le dire parce que vous êtes magistrat, donc je suis ravie de l'entendre, c'est de dire, c'est vrai que sur le terrain et en pratique, souvent, ce sont des administrations qui ne se parlent pas ou qui se parlent peu. Et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'il y ait des commissions ou des conférences où tout le monde est autour de la même table pour discuter d'une situation.